Mission décarbonation avec EDF. Décarboner les entreprises est indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour EDF, Bettina Lavaux, responsable solutions énergétiques pour les entreprises. Chez EDF, nous accompagnons toutes les entreprises, industrie, tertiaire ou PME, à chaque étape de leur transition énergétique. L'objectif, c'est de réduire leurs émissions de CO2 et leur budget énergie dans la durée. Merci. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les podcasts du Figaro. Avait-il enfant les traits de ses anges et leurs longues mains délicates, leurs gestes gracieusement suspendus ? Sandro Botticelli avait en tout cas, c'est probable, le regard absorbé, hésitant, lointain. Le podcast Les Récits du Figaro vous raconte, au cours de ces 2 prochains épisodes, la vie et l'œuvre de ce génie florentin. Je suis Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjoint au Figaro hors-série. Dans cette série du podcast Les Récits du Figaro, je vous propose un voyage au cœur de l'histoire, dans l'Italie de la Renaissance, à la découverte du protégé des Médicis et de ses plus grands chefs-d'œuvre. Dans ce premier épisode, je vous raconterai l'enfance de Sandro, l'influence des Médicis dans sa carrière et ses premières commandes de Florence à Rome. De son vrai nom, Alessandro Filippeppi, Botticelli est né en 1445 dans une modeste famille de tanneurs, citoyens de Florence. Pas un jour n'a passé depuis sans inquiétude sur sa santé. Son père, Mariano, écrit « Mon fils Sandro, qui a 13 ans, reste ici à étudier. Il est toujours malade. » Mais l'enfant a aussi de la vivacité. Il est insatiable. Il ne lui suffit pas de savoir simplement lire, écrire, compter. Sa nervosité n'est que la face sombre de son génie naissant. À l'heure où bien d'autres sont déjà apprentis, il tue le temps, cloué chez lui. Il lit Horace, Ovide, il apprend probablement le latin. Sa fragilité physique se révèle une bénédiction. Elle lui offre un savoir auquel peu ont accès. Son père l'envoie enfin se former chez un orfèvre. Comme son frère aîné Giovanni, on le surnomme Botticello, le petit tonneau en italien. De son bref passage chez l'orfèvre, le jeune Sandro, changé en Botticelli, gardera un nom qui allait passer les siècles et une passion. Une passion pour le dessin ciselé, pour la précision du trait qui délimite les contours. Car il le sait désormais, il sera peintre. Et quel peintre! Dès ses débuts auprès de Filippo Lippi, l'inventeur des exquises vierges à l'enfant, dont Sandro reprendra infatigablement la formule, il éblouit par ses talents. Botticelli va rester environ 6 ans dans l'atelier de Lippi. Le travail d'un apprenti, doué ou non, se limite souvent à répéter les compositions du maître pour des commandes de moindre importance. Très vite, Sandro ajoute sa touche aux Madones de Filippo. Il aime ce maître qui lui a tant appris, mais il s'ennuie. Alors, il fréquente l'atelier d'Andrea del Verrocchio. La bottega de Verrocchio, c'est tout autre chose. C'est plus qu'un simple atelier, c'est une ruche, une pépinière de génie. Ici, les élèves s'appellent Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, le Pérugin, Léonard de Vinci. On y dessine, on y peint, on y discute perspective, composition, modelé. Tout le canon naturaliste de la jeune Renaissance. Verrocchio, artiste aux qualités versatiles, sculpteur à ses heures, préside à l'effervescence. Il sait faire éclore les talents, puis s'effacer derrière eux. Il garde encore pour nous beaucoup de son mystère. Sandro, lui, découvre le traité d'Alberti, de la peinture, paru 30 ans plus tôt, en 1435. L'œuvre, même dans sa version italienne, restait d'un accès difficile pour le commun des peintres. S'y plonger en latin, c'est le privilège de Botticelli, sa revanche sur l'enfance souffreteuse. Ce livre qui l'accompagnera toute sa vie éveille en lui 2 ambitions. Il veut un jour égaler les poètes, que les images en disent plus qu'elles ne le semblent. Il se promet d'être le nouvel Apelle, le plus célébré des peintres antiques. Il veut faire comme Zeuxis, dont les natures mortes trompaient jusqu'aux oiseaux. Sa sophistication n'en fait pourtant pas un avant-gardiste.
À Léonard qui révolutionne le paysage, il répond d'une boutade « Oui, tu peux aussi jeter sur un mur une éponge trempée dans la couleur, tu verras, ça en fait des jolis. » Lippi l'a formé, Verrocchio lui a ouvert l'esprit. Il veut maintenant voler de ses propres ailes. Pour rivaliser avec les plus grands, il lui faudra encore, il le sait, plus d'un tour de force. Il ne lui suffit pas d'être un petit prodige, il faut encore forcer le destin. Toucher, ravir, étonner ces grands qui sacrent les artistes. Sandro s'en sait capable, mais comment les atteindre ? Ce simple fils de tanneur se découvre alors des alliés inattendus, les siens. Depuis 1464, il habite avec son père et ses frères non loin de Santa Maria Novella. Or, chez les Filippetti, les affaires sont devenues prospères grâce à Giovanni Petitono qui travaille comme changeur. Peu à peu, la famille s'est liée avec les puissants Rucellai, banquiers et marchands d'étoffes. Et puis, une maison plus loin, les voisins se nomment Vespucci, ils sont notaires. Tous sont de fidèles partisans des Médicis, alors maîtres à Florence. Aucun n'est insensible au talent de Botticelli, qui a installé son atelier dans la demeure familiale. Par l'intermédiaire des Vespucci, Sandro est présenté à l'oncle de Laurent de Médicis, l'influent Tommaso Soderini. Ce dernier se prend rapidement d'affection pour le jeune peintre. Il cherche même un jour à le marier. Sandro esquive d'une pirouette. « Merci bien vraiment, mais voyez-vous, j'ai déjà fait ce cauchemar-là. Depuis, j'en aurais presque peur de dormir. » Le vieil homme plaisante volontiers et ne s'offusque guère de ses gracieuses insolences. Cette fois-ci, c'est décidé, il donnera à Botticelli ce coup de pouce dont il a besoin. L'occasion ne tarde pas à se présenter. À la cour de la Mercanzia, sorte de tribunal de commerce florentin, on a décidé de faire orner la salle du conseil. Soderini est juge, le plus illustre de tous. Bien sûr, on a déjà confié l'exécution des 7 allégories des vertus à Piero del Pollaiolo, dont la réputation est bien établie et dont tout le monde loue le travail. N'importe. En vieux roublard de la politique florentine, Soderini profite d'un retard dans la livraison d'une partie de la commande pour faire attribuer 2 des vertus à son protégé. Sandro n'en réalisera qu'une seule, mais elle sera son premier chef-d'œuvre. Il peindra la force. Le 18 juin 1470, le contrat entre le peintre et les 6 juges de la Mercanzia est signé. 2 mois plus tard, jour pour jour, il reçoit la somme due. L'œuvre est un éblouissement. Botticelli a eu l'insigne audace de battre Pollaiolo sur son terrain. Par souci d'unité, il a calqué sa composition sur celle de son rival. Comme les autres vertus, sa force se tient assise, les yeux détournés sur un trône de pierre. Son génie pourtant n'y brille qu'avec plus d'éclat. Auprès des feuilles d'acanthe de Sandro, somptueuses, les marbres de Piero sont à mourir d'ennui. Et puis, il y a cette femme, majestueuse, sculpturale. Le visage qui rappelle un dessin copié chez Verrocchio. Les drapés virtuoses de la robe et du manteau écarlate, où Lippi a laissé son empreinte. Et les mains, longues mais aussi souples, nerveuses, qui jouent distraitement avec une masse d'armes. La force a la puissance contenue et l'œil impénétrable des fauves. Leur assurance tranquille, leur menaçante indifférence. C'est un véritable coup de maître. Du jour au lendemain, les commandes affluent. Les amateurs apprécient le dessinateur dont les visages peints donnent l'impression de sortir des tableaux comme s'ils étaient sculptés. Botticelli est devenu l'un des artistes les plus prisés de Florence. Il ne sera pas un ingrat. S'il est un trait de son caractère que ses proches aiment en lui, à l'égal de son humour, c'est sa fidélité. Ainsi, à la mort du vieux maître Lippi, on l'a vu accueillir son fils, Filippino, dans son atelier. Sandro de même n'oublie pas Soderini. Les Rucellai, les Vespucci, les Pucci, Botticelli le sait bien, parmi les influentes familles de Florence, il a choisi le camp de la faction régnante. Les Médicis en personne ne tardent guère à devenir ses mécènes. L'historienne d'art Stefania Tullio Cataldo, spécialiste de la Renaissance italienne, nous explique ce chef-d'œuvre. Eh bien oui, Isabelle, en effet, la famille Médicis, comme la plupart des grandes familles florentines, est d'origine bourgeoise et doit sa richesse au commerce. Et avant de réaliser, de donner vie à la banque médicienne, qui aura beaucoup de filières dans l'Europe tout entière, c'est Côme des Médicis qui a réalisé vraiment au début du Quattrocento la grande richesse de la famille grâce à une activité qui est un peu la tache noire dans l'histoire des Médicis, une activité
activité qui n'était pas vraiment qui était condamnée, on va dire, par l'Italie du Quattrocento, qui était considérée un péché même assez grave, c'est-à-dire l'usure. Et quelque part, pour s'acquitter de ce péché, pour se faire pardonner de ce péché et pour restituer à la collectivité ce qu'il lui avait ôté, comme entame cette activité, cette pratique qui rendra les Médicis célèbres, qui est l'activité de mécénat, qui lui permet justement de restituer à la ville et de se faire quelque part pardonner ce péché d'usure. Et voilà donc le grand travaux à San Lorenzo, l'église à côté du Palais Médicis, et puis au couvent dominicain de San Marco, avec les magnifiques fresques de Frangelico, et donc toujours dans un goût qui est très sobre, qui est très 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 pur. Le fils, comme régnera, on va dire, pendant une trentaine d'années, sont de 1434 jusqu'à 64. Ensuite, son fils Piero prendra le relais, le père de Laurent Magnifique, qui a un goût complètement différent, un homme qui aime le précieux, le luxe, et une vie assez ostentatoire. Et ensuite Laurent, qui sera vraiment le grand mécène, réunira autour de lui l'académie néoplatonicienne, sera un extraordinaire diplomate et qui réussira même à voir l'un de ses enfants, même s'il sera décédé à ce moment-là. D'abord il sera cardinal, Jean, et ensuite deviendra pape, et comme ça les Médicis contrôlent aussi l'état pontifical, qui était vraiment la grande puissance en Italie. Une chose je voudrais vous dire avant de terminer, c'est que le système, on va dire, les Médicis se disent protecteurs de la République, mais en réalité sont des véritables monarques, des véritables tyrans. Et comment ils font ça? Parce qu'ils arrivent à contrôler le gouvernement à Florence, changer tous les 2 mois, et étaient tenus par 2 prieurs. Et donc les Médicis contrôlent la liste en fait des personnalités qui sont éligibles à la charge de prieur. Et donc ce sera toujours des personnalités qui sont amies, qui sont proches des Médicis. Évidemment, cela suscite des réactions de la part des familles, d'autres importantes familles florentines qui ne sont pas philo-médicéennes, et donc ça suscitera aussi régulièrement des réactions, des révoltes de la part de la famille Strozzi, par exemple, qui est exilée, la famille Pazzi qui organisera la fameuse conjure. Des tensions entre les Médicis et les Pazzi émergent. Les Médicis ont toujours aimé à jouer les rois, quoiqu'ils ne soient ni princes, ni ducs, ni même nobles d'ailleurs. Ils sont banquiers. Le patriarche de la dynastie, comme l'Ancien, s'était assuré à coups de florins la direction de Florence. Patients, tenaces, violents à l'occasion, ses successeurs ont su préserver leur mainmise sur la cité toscane et réunir une cour à nul autre pareil. Laurent de Médicis succède à Pierre le Goutteux en 1469. Depuis sa tendre enfance, il connaît les duretés du pouvoir. Il sait aussi, comme son grand-père, Côme, jadis ami et protecteur du sculpteur Donatello, que la beauté n'a pas de prix. Admirablement instruit, c'est un mécène averti, un humaniste féru de littérature antique, un poète au talent indéniable. On l'appelle déjà le Magnifique. Avec son frère Julien, qu'il chérit plus que tout, il réunit dans sa villa de Careggi tous les plus grands esprits du temps. Parmi eux, Marcille Ficin, le philosophe, Policien le poète, Pic de la Mirandole l'érudit. En 1478, une conjuration fomentée par la famille Pazzi, mais soutenue en sous-main par le pape Sixte IV, cherche à renverser les Médicis. Le dimanche 26 avril, lors de la messe de Pâques célébrée dans la cathédrale, Julien est frappé à mort. Laurent, fou de douleur et de rage, parvient à s'échapper et rallie les Florentins bouleversés par ce sacrilège. Pour venger son frère, il fait pendre tous les responsables. Il ne fera pas même grâce à l'archevêque de Pise. Botticelli, à sa demande, peint à fresque la silhouette des pendus sur le mur des Palazzo Vecchio. En Julien, Sandro pleure aussi un ami. Il se jure de rendre un jour hommage à cette jeune vie fauchée en son printemps. Pour comprendre la suite du parcours de Botticelli, il faut se plonger dans l'histoire religieuse de l'époque. Laurent de Médicis avait pendu l'archevêque de Pise, complice des Pazzi. Pour Sixte IV, le prétexte était trop beau. Criant au sacrilège, il avait aussitôt déclaré la guerre à Florence, avec l'aide de son allié Ferdinand de Naples. Peine perdue.
les Médicis, loin de vaciller, avaient conforté leur emprise sur la cité toscane. Le pape est beau joueur. Le 3 décembre 1480, il signe la paix avec l'Oran. Il le sait, il vient de perdre une bataille pour la suprématie en Italie. Mais l'ennemi d'hier peut l'aider à réaliser une toute autre ambition. Le souverain pontife, dans son grand dessein d'embellir Rome, a fait bâtir une chapelle dans les palais du Vatican. Or, il manque des peintres pour la décorer. Il va les quémander aux mécènes de Careggi, et il veut les meilleurs. Laurent, soucieux d'apaiser les tensions entre ses États et ceux du pape, s'exécute de bonne grâce. 3 maîtres florentins se joindront donc aux Pérugiens pour décorer la chapelle que l'on surnomme déjà la Sixtine. Botticelli, Ghirlandaio et Rosselli. Aucun artiste, aussi indépendant soit-il, n'oserait refuser la commande d'un pape. Sandro n'est pas mécontent de quitter un peu la demeure familiale et son frère aîné, que son mode de vie déconcerte. Simone a délaissé son emploi et vivote à Naples, sans perspective d'avenir. Sans attendre, son frère quitte Florence pour la ville éternelle. À peine entré dans la Sixtine, il saisit toute l'originalité de l'édifice. D'un dépouillement architectural absolu, la chapelle est comme la gigantesque monture d'un bijou inachevé. Les fresques en seront les joyaux. Elles doivent mettre en parallèle Moïse, porteur de la loi écrite, et Jésus, porteur de la loi de l'Évangile. Quand le contrat définitif est signé par les peintres, le 27 octobre 1481, Botticelli a déjà achevé les tentations du Christ. Il peindra encore les épisodes de la vie de Moïse et la punition de Corée, Dathan et Abiram. Sa supériorité sur les 3 autres artistes ne fait guère de doute. Lui seul parvient à exploiter pleinement l'espace offert par ses fresques immenses, plus de 3 mètres de haut sur près de 6 de long. Chaque composition est en effet un véritable casse-tête. Comment raconter en un seul tableau plusieurs épisodes d'une même histoire sans obscurcir la vision d'ensemble ? Le coup de génie de Sandro est d'utiliser le paysage pour donner leur unité à ses fresques. Dans les épisodes de la vie de Moïse, le prophète en jaune apparaît ainsi à 7 reprises. Mais les collines savamment agencées et la forêt au centre confèrent profondeur et symétrie à la scène. Une éclatante réussite. Et pourtant, ce qui aurait dû être un nouveau triomphe va se solder par un échec cuisant. En mai 1482, la chapelle est achevée. Le pape exulte. Mais ce n'est pas à Botticelli que vont ses louanges. Séduit ou feignant de l'être par les ors et les bleus clinquants de Cosimo Rosselli, c'est à ce peintre besogneux qu'il décerne la prime promise au plus talentueux des 4. Pire, il exige des 3 autres qu'ils barbouillent de dorure leur propre création. La mort dans l'âme, on s'exécute. Sandro ravale son mépris et quitte Rome sur l'heure. Pour lui, les souvenirs de Rome gardent ainsi un goût amer. Signe de son désenchantement, il se jure bien de bannir de ses œuvres l'architecture antique si présente dans ses fresques de la Sixtine, comme pour mieux effacer la mémoire de l'affront. Une fois de retour dans sa cité natale, il ne la quittera plus, ou de l'importance d'être toscan. Merci d'avoir écouté ce premier volet des récits du Figaro, consacré à Sandro Botticelli, écrit d'après les articles d'Irina de Chikov dans le Figaro hors série. Dans le prochain épisode, nous évoquerons le retour du peintre à Florence et 2 de ses œuvres les plus marquantes, le printemps et la naissance de Vénus. Pour en savoir plus sur l'histoire peu commune de ce peintre et admirer ses œuvres, je vous invite aussi à découvrir sur Figaro Store le numéro du Figaro hors série, Botticelli, toute la beauté du monde. Cet épisode a été écrit par Maxime Derberg pour le Figaro hors série et réalisé par Clémence Bayeux.